Commencer à chauffer là, et ça va pas s'arranger. Vous êtes là Il faut qu'on lance Kémy là, comme il faut, hein, comme il se doit. Alors ça en fait partie, la vibration, ça circule entre nous. Bravo. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous ne pouvez pas savoir la joie, malgré le froid, que j'ai en venant en Europe, en venant plus particulièrement dans cette ville de Bobigny, une ville que je fréquentais d'ailleurs beaucoup lorsque j'étais jeune. Et venir aujourd'hui, en cette période troublée pour notre population, pour notre communauté, qui partout où elle est installée, connaît malheureusement l'hostilité. Vous voir tous aussi présents, malgré les grèves, malgré les difficultés pour bouger, pour vous mobiliser, c'est pour moi la plus belle des réponses sur le terrain du degré de conscience de notre population qui, plus que jamais, est en grande hausse. Et donc, je vous demande de vous applaudir fortement aujourd'hui. Je commencerai cette conférence, évidemment, par les traditionnelles salutations. Salutations à nos frères et sœurs qui sont présents dans cette salle, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient des Caraïbes, ou qu'ils soient d'ailleurs, puisque notre peuple est installé un peu partout en réalité. Salutations évidemment aussi aux renseignements généraux qui me suivent partout où je vais. Vous voyez que ce n'est pas moi qui appelle à la haine, chers renseignements généraux. Notre communauté sait exactement ce que vous faites. Salutations aussi à ceux parmi notre communauté qui parfois assistent à nos conférences, mais font partie de nos pires ennemis. Ils sont présents. Et il faut qu'ils sachent que même s'ils n'ont pas assez d'amour propre, même s'ils n'ont pas assez d'amour pour eux-mêmes, malgré leurs bêtises et leur ineptie, nous les aimons profondément. La conférence d'aujourd'hui, comme vous le savez, va porter sur une thématique précise.
la négrophobie mondiale que connaît notre peuple. La négrophobie en Occident, mais ça c'est un sujet classique que nous connaissons tous. Et la négrophobie aussi dans le monde arabe, parce qu'il est temps que l'on crève les abcès aujourd'hui. Beaucoup m'ont demandé, beaucoup m'ont dit, Kémy, on ne comprend pas pourquoi tu ne t'exprimes pas sur les réseaux sociaux, pourquoi tu ne fais pas une vidéo comme tout le monde, etc., etc. Je ne suis pas le genre de personne qui suit la tendance, ça ne m'intéresse pas. Et j'aime parler à visage découvert et dans le monde réel d'un certain nombre de sujets. Parce qu'il y a des sujets qui méritent, qui nécessitent le sérieux, qui nécessitent la prise de contact direct, et qui nécessitent que l'on parle loin des smartphones, mais que l'on parle d'homme à homme, de femme à femme, d'être humain à être humain, parce que la situation est des plus graves. Je vois dans cette salle aujourd'hui des Maghrébins, certains qui sont venus parce qu'ils sont solidaires de notre combat, et d'autres parce qu'ils viennent vérifier ce que l'on va dire. Je vais faire en sorte qu'ils aient beaucoup de notes à prendre. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander, je sais que vous êtes fatigués pour beaucoup d'entre vous, mais j'aimerais vous demander de faire 1 minute de silence pour Fanikou Koulibaly, président des étudiants ivoiriens en Tunisie, qui est mort assassiné il y a quelques jours suite aux dérives du président dégénéré de Tunisie, Kais Saïd. Je vous demande de faire 1 minute de silence pour ce dernier, s'il vous plaît. Pour Fanikou Koulibaly et tous ceux qui sont morts à cause de la couleur de leur peau. Mais lorsque les enfants d'une famille se font systématiquement assassiner, où qu'ils aillent, lorsque les enfants d'une famille se font systématiquement agresser, où qu'ils aillent, la première question à se poser, c'est que font les parents? Les parents de ces enfants qui se font assassiner quotidiennement se nomment nos présidents. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que l'on parle de nos dirigeants africains. Parce que quand nos jeunes vont aux 4 coins du monde chercher le bonheur, chercher un meilleur avenir, chercher une situation plus stable, chercher un Eldorado qu'ils auraient dû pouvoir trouver sur leur propre sol, les premières personnes que l'on doit interroger, ce sont nos dirigeants africains. Vrai ou faux ce que je dis? Et lorsque l'on a vu les dernières dérives, qui ne sont en réalité que l'arbre qui cache la forêt, la sortie du président tunisien Kais Saïd, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, je pense qu'il est très intéressant que l'on puisse s'interroger sur la réaction et le comportement de nos dirigeants africains suite à cette réalité. Parce que si l'humanité voit que nos propres parents ne nous respectent pas, comment voulez-vous que le reste de la population mondiale nous respecte? C'est une vraie question que l'on doit se poser. Quand un Chinois est agressé aux 4 coins du monde, comment fonctionne la Chine? Quand un Français qui est parti mettre son nez là où ça ne le regardait pas est arrêté, comment fonctionne le gouvernement français? Quand un Juif est arrêté, même sur la planète Mars, comment fonctionne le gouvernement sioniste? Mais quand un Africain est arrêté, agressé, tabassé, assassiné, on a des présidents qui viennent, je viens m'enquérir de la situation, voir si nos ressortissants ne souffrent pas trop. Macky Sall, Alassane Ouattara, Umbalon Sissoko, Patrice Talon, tous ces dirigeants africains, avant de chercher à l'extérieur, même si l'extérieur agit de manière hostile vis-à-vis de nous, et on va en parler, je pense qu'on doit être capable aussi d'être dans un minimum de dignité et de se dire que quand des gens sont censés être à la tête de nos États pour protéger nos maisons,
sont censés agir comme des toits pour nous protéger des intempéries. Mais si ces présidents agissent comme des toits troués qui laissent tomber la pluie, les premiers responsables de ce qui nous arrive, ce sont nos dirigeants et on doit être capable de le dire avec une sincérité. Je sais que ce propos n'est pas forcément le propos que certains veulent entendre. Certains veulent juste entendre « oui, on va attaquer les autres ». Mais une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et c'est ce qui explique que depuis plus de 20 ans, et plus particulièrement plus de 10 ans, 12 ans, nous menons ce combat politique sur le terrain en Afrique pour lutter contre les marionnettes du néocolonialisme, pour lutter contre ceux qui paupérisent nos pays, pour lutter contre ceux qui font en sorte qu'une partie de notre jeunesse part chercher le bonheur ailleurs alors que le bonheur est sous ses pieds. Parce que tant qu'on ne changera pas ces marionnettes, on aura toujours des gens qui penseront que le paradis, qui est la terre-mère, est l'enfer, et ils iront chercher le bonheur ailleurs que chez eux. C'est le combat prioritaire que l'on doit mener. Une Afrique qui jouit de ses propres richesses, une Afrique qui jouit de ses propres ressources, aura moins d'enfants qui partiront chercher le bonheur ailleurs. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne la schizophrénie de la chose. On a une partie de notre peuple qui va chercher les ressources pillées à différents endroits, mais on a tous les pays de la planète qui viennent chercher les ressources chez nous, parce qu'ils savent que la richesse, que les ressources sont sous nos pieds. Donc il y a un travail à faire pour se réapproprier ces ressources, pour mettre fin au néocolonialisme, pour mettre fin à la France-Afrique, pour mettre fin au pillage de l'oligarchie occidentale, qui est le problème numéro 1 du continent africain. Parce que cette oligarchie agit en concubinage incestueux avec les marionnettes que sont nos dirigeants. Mais cela est une étape. L'autre étape, c'est une question maintenant d'éducation. Beaucoup vont au Maghreb, en Afrique du Nord, en se disant que, et à juste titre, l'Afrique du Nord, c'est le continent africain. À moins que peut-être que les informations aient changé entre-temps. Non, parce que quand j'entends le président de Tunisie qui dit que j'ai des amis africains, donc ce qui signifie que lui ne l'est pas. Non, oui, j'ai des amis africains. Et oui. Donc je ne peux pas être raciste, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Ça me fait penser au bon vieux Jean-Marie. Quelqu'un qui, à la tête de l'État, avant c'était pas forcément à la tête de l'État, c'était dans les rues. C'était les discriminations quotidiennes. C'était l'ostracisme que vivait une partie de nos populations. Mais maintenant c'est arrivé au sommet de l'État. Des gens qui n'ont plus peur de dire que les Africains, dans leur pays, les Africains sont en train de les remplacer sur leur territoire, tout en sachant qu'il serait bien de faire un petit cours d'histoire, de se rappeler quels étaient les premiers habitants de cette région en Afrique. Parce que ceux qui sont les grands remplaçants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Mais nous sommes très résilients. Et même quand nous entendons des synepsies comme cela, beaucoup d'entre nous arrivent quand même à être patients. Moi, beaucoup moins. Mais beaucoup d'entre nous arrivent à être patients. Pendant longtemps, j'ai dit à ceux qui me disaient il faut qu'il y ait la séparation vis-à-vis de l'Afrique du Nord, je l'ai dit de la manière la plus simple que séparer l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne, ça serait arranger nos adversaires qui veulent diviser le continent africain. En rappelant, entendez bien la fin avant d'applaudir, en rappelant qu'une grande partie des pays d'Afrique du Nord sont peuplés de populations à la peau sombre, on oublie de le dire. Des descendants d'esclaves noirs vivent dans les pays du Maghreb, ça on ne le dit pas assez. Donc ça serait une facilité que de dire que le problème c'est de se séparer de ces pays. Mais quand certains dirigeants commencent à lancer des appels à la violence vis-à-vis des populations noires, j'ai vu les dirigeants d'Afrique de l'Ouest être capables d'exclure avec une très grande facilité, de suspendre avec une très grande facilité le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, lorsque ces derniers voulaient prendre en charge leur propre destinée. Quand c'est pour sanctionner son frère, ils sont très rapides. Mais quand c'est pour protéger leurs semblables qui vivent
le cauchemar et le calvaire en Afrique du Nord, ils viennent demander des explications très gentilles aux dirigeants. Je dis que quand des gens attaquent une partie des Africains, ce sont tous les Africains qui sont attaqués. Et donc quand la Tunisie, et je le dis face caméra et je le dis face à chacun d'entre vous, noirs en majorité, mais les Maghrébins aussi qui sont ici, quand la Tunisie agit de cette façon, si on a des dirigeants dignes, la Tunisie doit être suspendue de l'Union africaine jusqu'à ce que le problème de la négrophobie soit réglé. Et dire cela ne signifie pas que nous abandonnons le sort de nos semblables qui sont installés là-bas. Ce n'est pas ça. Mais Kais Saïed a dit qu'il a peur que l'identité arabe, alors que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas très arabe, Kais Saïed. Que l'identité, exactement, c'est un berbère, que l'identité arabe soit perdue et qu'il y ait une modification démographique. J'ai même vu qu'il était big up par Éric Zemmour, ça semble aussi. Quand tu commences à être big up par celui qui a fait 0, je ne sais pas combien % aux élections, c'est que vraiment, tu es dans une mauvaise voie. Je caricature, je sais qu'il a fait un petit peu plus. Mais ce Kais Saïd-là, en agissant de cette façon, a en réalité fait la même chose que toutes les personnes font vis-à-vis de notre population lorsqu'ils sont en difficulté économique, lorsqu'ils ont un problème politique. Ils se servent des Noirs comme des boucs émissaires. Difficulté sociale, le problème c'est les Noirs. En Occident, c'est ce qu'on connaît depuis des siècles, et c'est ce qui se passe dans le monde arabe depuis un certain temps aussi. Mais cette réalité du monde arabe étant enracinée aussi dans l'histoire de la négrophobie pluriséculaire de cette région. Parce qu'on ne le dit pas assez. On se dit cousin, cousin, cousin. On est plus souvent voisin que cousin. Plus voisin que cousin, parce que les 13 siècles d'esclavage, ça a encore laissé des traces dans ces régions. Les 13 siècles d'esclavage, cela fait que être noir dans ces pays, et il faut qu'on se le dise, parce que beaucoup nous disent « Kémy, tu ne peux pas dire ça, on est unis, on est unis ». Peut-être ici dans les cités, et encore. Et encore. Mais moi qui fais la plupart des pays d'Afrique, y compris les pays du Maghreb, j'étais en décembre à Tunis avec mon staff, l'Agence panafricaniste, pour voir des frères opérateurs économiques ivoiriens qui nous soutiennent. Nous disions, et mon frère Eric Géouti peut témoigner, que l'on sentait une atmosphère d'hostilité vis-à-vis des Noirs, même pour aller prendre un repas. On avait l'argent payé, mais la manière dont on nous parlait, on sentait qu'il y avait un problème. C'est profondément enraciné dans la culture du monde arabe, et on doit être capable de le dire. Dire cela ne signifie pas que nous sommes aussi bêtes que ceux qui nous haïssent en disant que nous avons un problème avec tous les Arabes, ou même ceux qui s'en revendiquent, même s'ils ne le sont pas. C'est-à-dire beaucoup au Maghreb, qui sont des wannabes arabes, mais qui sont plus des berbères que des arabes. Mais nous sommes aujourd'hui à une phase de l'histoire où l'homme noir et la femme noire ne pourront plus jamais accepter de systématiquement tendre l'autre joue et pardonner des gens qui nous méprisent constamment. Il y a aujourd'hui au sein du monde arabe, et en tout cas au sein surtout du Maghreb, le monde arabe c'est encore plus viscéral, mais la montée d'une pensée qui associerait certains berbères, qui leur ferait croire qu'ils sont des blancs, alors que quand on voit comment ils sont traités en Occident, ils devraient quand même réfléchir à deux fois. Ils sont qualifiés de dromadaires, ils sont qualifiés des pires insultes par les Occidentaux, mais ils veulent jouer les blancs avec les noirs. On m'a donné une information. Petite pause, on vient de m'apprendre que France 24 et RFI sont dans la salle. Restez calme, restez calme, restez calme. Restez calme. Est-ce que l'information est vérifiée? Bon. On ne va pas interrompre le meeting. On me confirme apparemment que l'information est vérifiée.
Je me souviens que France 24 ne nous a jamais donné la parole sur leur plateau. Ils nous ont toujours discriminés, ils nous ont toujours caricaturés, ils nous ont toujours diabolisés, ils ont toujours méprisé le combat que nous menons, mais ils viennent mettre leur nez, France 24 et RFI, c'est ça? Est-ce que France 24 et RFI vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord, c'est bon. On se calme. Sinon, ils sont capables de dire que nous sommes des anthropophages. Je ne vais pas vous mentir, chers messieurs, dames de France 24 et RFI, la tentation de vous expulser est très grande. Mais, je sais que c'est ce que vous attendez. Pour pouvoir par la suite dire que Kémy Séba expulse les médias alors que je ne les expulse pas. C'est parce que vous ne nous donnez jamais la parole que l'on vous expulse. Vous nous dites non. Là, vous ne nous donnez pas la parole parce que même sans vous, on remplit les salles. Donc ne nous faites pas croire que vous nous donnez une chance. C'est pas vrai, ça. Vous ne nous donnez aucune parole. Vous venez prendre la température parce que vous savez que partout où nous allons, nous remplissons les salles. C'est ça la vérité. Et vous savez que même sans vous, nous sommes suivis par des millions de gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous venez. Mais vous ne nous invitez jamais sur vos plateaux. Vous invitez toujours des bounties sur vos plateaux qui vont raconter n'importe quoi sur la situation de notre peuple. Oui. Mais aujourd'hui, on va vous montrer que nous sommes des gens bien éduqués. Feedback. Nous allons donc pouvoir reprendre. Je croyais ça. Oui, gardez. Vous voyez mon gars là, ici, là. Il avait les bras gonflés, il dit, est-ce qu'on les garde? Vous comprenez? Tout le monde ne vous aime pas chez la communauté noire. Réfléchissez à ça. Mais reprenons. Reprenons. Et j'espère qu'un jour vous deviendrez un média qui dira la vérité sur la situation que connaît notre peuple et vous arrêterez de nous caricaturer systématiquement comme vous le faites depuis des années. Ce cinéma va devoir bientôt cesser. On vous prend un témoin. Reprenons là où on s'est arrêté après ces quelques minutes de détente. Non, j'étais à 2 mois de les expulser, mais je sais après, ils vont faire les gros titres. Kémy Séba anti-blanc, anti-martien, anti-sémite, anti-ceci, anti-Jupiter, on les connaît. Donc revenons à nos moutons, parce qu'en réalité, le moment le plus important est celui-ci. Cette négrophobie que nous rencontrons dans le monde arabe est une négrophobie qui s'appuie sur une maladie pluriséculaire qui est la haine de la population originelle. Partout où nous sommes installés, dans le monde arabe, en Asie, en Occident, en Océanie, partout où l'homme noir et la femme noire sont installés, ils sont confrontés à ce racisme maladif anti-noir. Un racisme profondément freudien, haïr le père pour pouvoir exister. Parce que certains, c'est de la psychologie, se disent que tant que le père et la mère sont présents, ils ne pourront pas être épanouis. Donc il y a cette hostilité, cette détestation, ce racisme partout où nous allons. Parce qu'ils savent que nous sommes les pères et les mères de l'humanité. Mais parce que nous sommes les parents, et je sais que quand je dis ça, certains suprémacistes maghrébins ou berbères vont dire « Ah, astaghfirullah, comment ose-t-il dire qu'ils sont le peuple matrice de l'humanité si nous sommes vos parents ?» Nous sommes vos parents à France 24, nous sommes vos parents au Maghreb, nous sommes vos parents à vous tous et il va falloir que tôt ou tard vous respectiez l'homme noir et la femme noire avant que quelque chose se déverse chez tout le monde. Quand nous leur disons que nous sommes les parents, ils nous taxent de suprémacistes.
Ils disent qu'Émile Seba, suprémaciste noir. Pourtant, il y a des gens qui disent qu'ils sont les peuples élus, même si on n'a pas voté pour eux. Ça ne dérange personne. Et moi, j'ai pas de problème. Chacun a le droit de croire qu'il est élu. Mais pourquoi quand nous, on vous dit qu'on est vos parents, vous nous taxez de suprémacisme? De poids, de mesure. Nous sommes les parents de l'humanité. Cher Anta Diop, que je vous demande d'applaudir fortement, le rappeler. Chancellor Williams, le rappeler. Roulouko Rachidi, le rappeler. Frances Cress-Welsing, le rappeler. Et cet ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, le rappelle. Nous sommes vos parents à chacun d'entre vous. Et il arrive un moment où le père, moi je suis papa, je peux laisser mes enfants faire les fous 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Mais il arrive un moment où la récréation touche à sa fin. Et si vous continuez à vous comporter chacun d'entre vous comme des populations, comme des enfants trop agités et trop insolents vis-à-vis des parents que nous sommes, la génération que nous sommes là, ici, nous sommes moins patients que la génération précédente. Nous sommes moins sages que la génération précédente. Nous ne haïssons personne. Je le dis pour que France 24 prenne bien ça aussi. Il faut bien prendre. Nous ne haïssons personne. Mais nous, par contre, quand des gens nous haïssent, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que nous les aimions. Quand des gens nous traitent de sale noir, ou même quand ils ne nous traitent pas, parce qu'aujourd'hui en France, et après on va revenir sur le monde arabe, mais la situation a changé. Être noir quand on fait du hip-hop, quand on fait du foot, quand c'est Kylian, c'est Kiki, quand c'est Ngolo, Ngolo Kanté, là on aime tous Ngolo. Mais dès qu'on commence à dire des choses qui dérangent, vous aimez moins les noirs. Donc le racisme est un petit peu plus pernicieux, on vous fait croire que vous êtes accepté. On vous invite un petit peu plus à la télé. On écoute un peu plus le rap. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu la musique, la pop culture. Donc certains croient qu'ils sont plus acceptés. Mais l'Occident est la matrice de la négrophobie dans ce monde. Et on doit être capable aussi de le dire. Une négrophobie profondément perfide, qui s'enrobe du manteau du paternalisme avec un président Emmanuel Macron, qui voyage un peu partout en Afrique, donner des leçons, des bons points, des mauvais points de bonne gouvernance, qui vient dire à chacun la façon dont nous devons nous comporter. Ça, c'est la négrophobie version paternaliste. Puis on a une négrophobie beaucoup plus hostile, beaucoup plus directe. Dans le monde arabe, on ne s'embarrasse même plus des subtilités. Carlouche, sale noir, retourne dans ton pays, retourne en Afrique. Comme si eux étaient dans un continent qui s'appelle l'Arabie. Mais il faut aussi qu'on se dise les choses, parce que je sais que certains frères ont fait le voyage aujourd'hui. Certains sont des personnes qui étaient en Tunisie et au Maroc, et je passe le bonjour et la paix à Bouba qui est dans cette salle, ont quitté le Maroc il y a peu et se retrouvent ici. Il faut aussi qu'on se dise la vérité entre nous. Quand vous allez dans le pays des autres, il est important d'agir en communauté. Quand vous allez dans le pays des autres, il est important de vous rappeler que ceux et celles que vous devez valoriser, c'est en priorité vos semblables. Quand vous allez dans le pays des autres, il faut vous rappeler que les femmes derrière lesquelles vous devez le plus courir, ce sont vos sœurs plutôt que les sœurs des autres. Ça aussi, on doit le dire. Oui. Ça aussi, on doit le dire. Je sais que je ne suis pas agréable dans mon propos, mais ça aussi, on doit le dire. Ça ne veut pas dire que j'invalide les autres dames du monde. C'était la journée de la femme, puisque vous donnez une journée pour les femmes ici. Donc il n'y a pas de souci. Mais aucun homme sur cette terre ne pourra être respecté tant qu'il ne valorise pas sa semblable. Et vous ne pourrez pas systématiquement courir derrière les femmes des autres peuples et penser que les autres peuples, eux aussi, vont vous respecter. Ça aussi, vous devez réfléchir à ça.
signifie, attention, n'applaudissons pas trop vite, est-ce que cela signifie que parce que certains frères ou certaines sœurs sont avec des gens d'autres populations, cela légitime la négrophobie? Non, rien ne légitime ça. Mais quand vous savez que vous êtes dans un monde hostile, lorsque vous savez que vous êtes méprisé et discriminé de part et d'autre, l'endogamie communautaire, la solidarité communautaire, c'est la seule chose qui permettra de vous prémunir d'un certain nombre de mots MAUX, et l'on doit se rappeler. Toutes les communautés du monde qui réussissent, chinoises, juives, qui? Les Indiens, il y a des exceptions. Les Coréens, les Libanais, je n'en parle même pas. Les Libanais chez nous. Les Pakistanais, mais les Libanais chez nous là. Moi je suis très proche, c'est un secret pour personne, hein, du Hezbollah. J'aime beaucoup cette organisation parce qu'elle dérange beaucoup l'Occident. Mais le comportement des Libanais en Afrique, qui d'ailleurs est profondément sur bon nombre de points négrophobes, il faut aussi qu'on soit capable de le rappeler à visage découvert, ce comportement-là s'appuie aussi sur une autre réalité, c'est que ce sont des gens qui sont maladivement insérés dans la réalité communautaire. Ils ont compris que s'ils ne pèsent pas en tant que groupe, ils ne se feront pas respecter. Pourquoi nous sommes les seuls sur cette terre qui ne voulons pas retenir cette leçon? Pourquoi nous sommes les seuls sur cette terre, partout où nous allons, notre première obsession c'est d'aller dans toutes les directions plutôt que de construire quelque chose entre nous? Ce sont des questions que l'on doit se poser aussi. Faisons un peu preuve d'autocritique. Prenez la solidarité entre nous ne signifie pas que nous haïssons les autres. Mais nous comprenons que si nous voulons être aimés et respectés, aimés je m'en fous, mais si nous voulons être respectés de l'extérieur, nous devons agir comme un bloc, clairement et simplement, entre hommes et femmes, dans le couple, dans le foyer et dans la collectivité. Et je peux vous assurer que déjà cela, ça ne fera pas disparaître la négrophobie, ne mentons pas. Mais ça rappellera aux gens que nous ne sommes pas dans une démarche de mendicité. Parce que quand j'entends Kaïs, comment il s'appelle, Saïd, dire qu'ils veulent changer la démographie de notre population, c'est parce qu'il y a des fantasmes sur les Noirs. Ils pensent que dès que les Noirs sont quelque part, leur seule obsession c'est d'aller se frayer un chemin auprès des autres femmes, des autres populations. Mais dire cela, ça signifie qu'ils nous prennent comme des sous-hommes, qui détestent nos sœurs, qui détestent nos femmes. Alors que nous savons que nos femmes sont objectivement, sans aucun atalakou, de très loin, les plus belles femmes de cette planète, et c'est une réalité. Il y en a qui lèvent le poing, mais si je vais sur leur Insta, je vais voir une Géraldine. Donc attention aussi à cette réalité-là, on se connaît. Mais je vous aime, et donc même si on se connaît, on ne va rien dire. Mais cet effort est très important. Je ne juge pas Cheikh Anta Diop était avec une blanche. Est-ce que ça l'a empêché d'être un grand savant? Frantz Fanon était avec... Non mais c'est pas... Il y en a un qui a dit non. Calmons-nous. J'allais sortir la liste, mais il a dit non. Il y a l'exemple, le contre-exemple. Frantz Fanon était avec une blanche. Est-ce que ça l'a empêché d'être un grand révolutionnaire? Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Mais on n'est jamais... Beaucoup parlent du pouvoir noir. Il n'y a pas de plus grand pouvoir noir que l'union entre l'homme noir et la femme noire. Et c'est une réalité. Je sais que quand je dis ça, je vois certains maghrébins ou maghrébines qui sont nos sympathisants qui me regardent en mode « Kémy, tu nous exclus ». Je ne vous exclus pas, je vous aime. Mais vous aimer, c'est aussi dire la vérité. Et je vous aime avec sincérité. Ceux qui nous aiment, bien sûr. Ah oui, il faut le préciser. Je vous aime. Mais vous aimer, c'est aussi vous dire la réalité de nos mots MAUX. Ce que nous avons connu en tant que peuple, ce que nous connaissons en termes d'hostilité partout dans le monde, nous force à nous unir en priorité les uns aux autres avant de songer à nous unir à l'extérieur. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. Et une fois qu'on sera suffisamment unis, ça n'empêchera pas qu'on se donne la main entre nous, avec vous, que l'on soit solidaire avec vous. Il y a des gens très bien chez vous. Il y a le petit frère qui est ici, viens ici. Je vais faire comme Kaïs Saïd.
Tu es de quelle origine, petit frère? Je suis tunisien. Merci. Et qu'est-ce que tu penses des propos de Kais Saied? Des propos qui sont exécrables, qui ne représentent pas pour une grosse partie ce que je pense, ce qu'on pense nous en tant que Tunisiens. Et il faut voir aussi la démographie de la population au sud, parce que nous-mêmes on est ostracisés là-bas entre guillemets, parce que par rapport au nord, on est bien coloré, et donc même au sein de nos propres communautés, et même au sein de ma propre famille, on est issus de plusieurs couleurs de peau, plusieurs idiomes différents, et donc en s'en prenant en général aux Africains et aux Noirs, subsahariens en particulier, on s'en prend à nous aussi, tout simplement. Ce petit frère nous suit depuis qu'il a 15 ans. Je vous demande de l'applaudir très fortement, s'il vous plaît. C'est aussi pour rappeler... Hein? Oui, bon, bah, je vais y arriver, t'inquiète pas. Mais pas lui-même, pour le coup. Pour lui, je le connais très bien. Mais il y a aussi une réalité, c'est que dès que l'on parle, on ne parle pas du petit frère. D'ailleurs, quand vous voyez à sa physionomie ses cheveux, il n'a pas la tête de Kais Saied. Vous l'avez compris. Mais il y a aussi une réalité, un déni spectaculaire. Il faut qu'on en parle. Dans le monde arabe, par rapport à la question de la négrophobie. Quand on parle de la négrophobie en Occident, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sincères. Mais lorsque l'on parle de la négrophobie dans le monde arabe, et au Maghreb particulièrement, mais non, c'est pas vrai, tu peux pas dire ça, il y a que peut-être 1 ou 2 ou 3%, c'est pas vrai. Rajoute 1 0 à 1 ou 2%, ou rajoute 2 0 peut-être. Ils sont très nombreux. Ah, France 24 part déjà. Au revoir. Vous partez pas encore? Dommage. Cette négrophobie dans le monde arabe doit valoir aussi au sein de nos populations en Afrique et dans la diaspora une décision très importante. Lorsqu'il y a eu les exactions au Maroc, je me souviens avoir lancé avec d'autres un appel au boycott de Royal Air Maroc. Il faut qu'on se dise la vérité maintenant. À chaque aéroport, puisque je voyage chaque mois, toutes les 2 semaines, je suis dans l'avion, je vois des frères et des sœurs qui nous arrêtent dans l'aéroport, photos, selfies et compagnie, et je leur demande quelle compagnie tu prends. Quelle compagnie disent-ils? Royal Air Maroc. Donc, c'est bien de critiquer l'extérieur, mais il faut qu'on soit aussi capable de se regarder à l'intérieur. Quand on lance un appel au boycott vis-à-vis d'États négrophobes, l'Afrique du Sud, lorsque l'Afrique du Sud pratiquait la négrophobie la plus maladive, il y a eu des appels au boycott qui ont asphyxié l'Afrique du Sud. Vrai ou faux? Mais lorsqu'il y a la négrophobie dans le monde arabe et que certains lancent l'appel au boycott, non pas pour punir toutes les personnes à l'intérieur de ces pays, parce qu'il y a des gens qui sont justes à l'intérieur, mais pour punir l'État de sa politique. Le problème, c'est que nous sommes désunis. Et certains vont dire que nous, on est avec toi, mais Royal Air Maroc, c'est moins cher. Donc, il y a un concentré de frustration au sein de notre population face à cette négrophobie que nous rencontrons. Mais le problème, c'est que lorsque nous sommes confrontés à des mots MAUX, lorsqu'il faut prendre des grandes décisions, nous ne sommes pas capables d'agir de manière unie. Et c'est ça le véritable problème que connaît notre population aujourd'hui. Si je dis aujourd'hui, il y a des appels au boycott des produits tunisiens, est-ce que ces produits-là vont être boycottés par l'ensemble de nos populations, par l'ensemble de nos communautés? Il y a un travail de fond à faire et c'est un travail individuel qui doit être effectué en priorité. Aucun peuple n'est plus fort que nous. Mais nous sommes à terre aujourd'hui parce que nous nous mettons à genoux. Nous nous mettons à genoux volontairement. Quand on veut... Moi, par exemple, quand je voyage, je ne prends plus depuis, même si ça me coûte beaucoup plus cher, et ce n'est un secret pour personne, je ne prends plus Royal Air Maroc, je ne prends plus Air France, je ne prends plus ces compagnies. Je ne vais pas prendre Air France alors que je critique la politique néocoloniale de la France. Je ne vais pas prendre Royal Air Maroc alors que je critique, ou Tunisair, c'est comme ça qu'on appelle, Tunisair, alors que je critique la politique de ces pays.
Mais bon nombre d'entre nous ne faisons pas cet effort de rigueur qui consiste à appliquer ce que nous prônons. Oui, on va dire pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, oui, ils sont racistes, ils sont racistes, ils sont racistes. Et après, qu'est-ce que nous faisons pour enrayer cette machine? Un peu d'autocritique, un peu d'introspection, sans quoi on ne pourra pas avancer. Je sais que ce discours